Bonjour tout le monde, je m'appelle Zeno Bercini, je suis en deuxième année de la spécialité de neurologie à l'université de Modena et aujourd'hui nous allons traiter le thème de démence vasculaire. Pour commencer, il est utile de définir ce que nous entendons par démence. Il s'agit d'un déclin cognitif progressif par rapport au niveau antérieur de fonctionnement du patient. Ce déclin doit concerner au moins un domaine cognitif que nous verrons dans un instant et être suffisamment sévère pour compromettre les activités de la vie quotidienne, comme se laver, s'habiller ou s'alimenter en autonomie, ainsi que les activités instrumentales, comme la gestion de l'argent ou l'utilisation du téléphone. Donc, pour pouvoir parler des démences, quelle que soit l'étiologie, il est nécessaire d'objectiver ces tableaux cliniques. Sur cette image, vous pouvez voir les différents domaines cognitifs qui peuvent être atteints dans le trouble cognitif: la mémoire, l'apprentissage, le langage, l'attention, les fonctions exécutives, la praxie, les fonctions visuospatiales et la cognition sociale. Il faut noter qu'il manque ici un chapitre important dans ce type de troubles et ce sont les altérations comportementales. Ensuite, nous verrons plus en détail quels sont les domaines typiquement touchés dans la démence vasculaire. Passons donc à la définition de la démence vasculaire. Cette entité clinique se caractérise par un syndrome démentiel causé principalement ou en partie par des pathologies cérébrovasculaires ou par une réduction du flux sanguin cérébral. On distingue deux grands groupes: la démence vasculaire qui apparaît après un événement vasculaire cérébral aigu reconnu et la démence vasculaire qui s'installe sans événement aigu mais avec des preuves en neuroimagerie des pathologies cérébrovasculaires. Et pourquoi est-il important de parler de la démence vasculaire et de savoir la reconnaître? Au niveau mondial, il s'agit de la deuxième cause de démence après la maladie d'Alzheimer, représentant jusqu'à 20% des cas en Europe et aux États-Unis. Considérée seule, la démence vasculaire est relativement moins fréquente, mais si l'on considère les formes mixtes vasculaires plus Alzheimer, leur proportion devient beaucoup plus élevée, comme vous pouvez le voir sur ce schéma. Cela concerne les pays occidentaux et asiatiques. Mais qu'en est-il de la démence vasculaire en Afrique? La carte à droite illustre combien il reste encore de travail à réaliser au niveau des études épidémiologiques sur les démences en Afrique. Les pays en blanc représentent des zones où il n'existe pas d'études spécifiques sur les sujets. D'après une revue systématique publiée en 2019, la proportion de démence vasculaire parmi l'ensemble de démences est comparable aux données observées dans le reste du monde, ce qui est à mettre en relation avec l'augmentation marquée des facteurs de risque vasculaire dans la région. Et ce problème ne fera que s'accentuer dans les prochaines années. Une vaste étude mondiale publiée en 2010 estimait qu'à cette époque, 71 millions de personnes en Afrique vivaient avec un diagnostic de démence. On peut supposer que le nombre de personnes atteintes mais non diagnostiquées était tout aussi important. La même étude prévoit une augmentation marquée des cas
surtout dans le pays en développement. Pour l'Afrique dans son ensemble, une augmentation d'environ 370 entre 2010 et 2050, et pour l'Afrique subsaharienne centrale, une augmentation de 243. Il est clair que du point de vue de la pathogénie, ce sont surtout les personnes âgées qui sont les plus touchées. Cette étude montre qu'en Afrique subsaharienne, les démences représentent la 4e cause neurologique de la perte d'années de vie ajustée sur la qualité de vie. Et avec les AVC, elles représentent pratiquement la totalité de cette charge après 65 ans. Comme vous le voyez, j'ai indiqué sur chaque diapositive les auteurs et les titres des études pour que vous puissiez les retrouver facilement sur Internet si vous souhaitez en savoir plus. Nous allons maintenant essayer de comprendre quels sont les facteurs de risque de la démence vasculaire qui sont globalement similaires à ceux des AVC. Les facteurs de risque vasculaire classiques sont l'hypertension artérielle, le tabagisme, la dyslipidémie, la fibrillation auriculaire, le diabète. À cela s'ajoute le facteur plutôt lié à la pathologie Alzheimer, comme l'allèle ApoE epsilon 4, et il faut également citer l'indice de masse corporelle en dehors de la normale, c'est-à-dire sous-poids ou obésité, l'âge avancé, ainsi que les maladies coronariennes. Mais comment reconnaître cette pathologie et qu'observons-nous dans la pratique clinique? On peut observer un déficit cognitif apparaissant après un AVC ischémique ou hémorragique et donc un lien avec celui-ci. Ces tableaux s'accompagnent typiquement de déficits neurologiques focaux concomitants, tels qu'une aphasie ou une hémiplégie. La nature du déficit est très variable et dépend de la région cérébrale touchée par l'événement aigu. D'un autre côté, on peut observer un déclin cognitif progressif sans qu'un événement vasculaire aigu ait été reconnu, mais avec la présence d'images neuroradiologiques témoignant d'une pathologie cérébrale ischémique. Le déficit cognitif qui en résulte est alors principalement exécutif et attentionnel. Il y a moins d'un mois, des nouveaux critères ont été publiés dans le Journal of the American Medical Association par les Consensus VASCOG-2 qui actualise ceux de 2014. Ces critères définissent le déclin cognitif d'origine vasculaire en 3 stades: préclinique, léger et sévère. Le stade sévère correspond à la démence vasculaire. Pour poser un diagnostic de démence vasculaire, ces critères prévoient d'abord la présence d'un syndrome démentiel reconnaissable. Il s'agit, et il est toujours utile de le rappeler, d'un déclin cognitif par rapport au niveau intérieur des fonctionnements, rapporté par les patients, par l'aidant ou par les cliniciens, objectivé par des tests cognitifs et suffisamment sévère pour compromettre l'autonomie dans les activités de la vie quotidienne. En plus, il est nécessaire de retrouver au moins un critère clinique et un critère radiologique parmi ceux qui sont énumérés.
Les critères cliniques reprennent les deux grands tableaux que nous avons déjà évoqués. Le premier critère prévoit l'apparition du déclin cognitif après un ou plusieurs événements vasculaires reconnus ou en relation avec l'apparition des symptômes neurologiques latéralisés, sans diagnostic précis, est encore présent après 3 mois. Le deuxième critère correspond, en l'absence d'AVC, à un déclin cognitif progressif lié à une pathologie vasculaire sous-corticale, avec un début insidieux et une atteinte des fonctions exécutives et attentionnelles. Il faut rappeler qu'il suffit de retrouver au moins un de ces deux critères. Voyons maintenant plus en détail quelles sont les fonctions cognitives compromises et comment nous pouvons les objectiver. Typiquement, on observe une atteinte de l'attention, donc de la vitesse de traitement de l'information. Les fonctions exécutives impliquées concernent la planification, la mémoire de travail, la capacité d'inhibition, la flexibilité et la prise de décision. Lorsqu'un trouble de la mémoire est présent, il est plutôt lié à des difficultés d'encodage et de récupération de l'information plutôt qu'un déficit de stockage, comme dans la pathologie Alzheimer. Parmi les tests de dépistage que nous utilisons régulièrement en pratique clinique, l'un des plus utiles et dans ces contextes les plus sensibles est le Montreal Cognitive Assessment. C'est un test de 30 points qui prend environ 10 minutes. Un score inférieur à 26 indique une situation pathologique. Comme déjà mentionné, les fonctions les plus souvent touchées sont l'attention et les fonctions exécutives. Quant à la mémoire, l'épreuve de rappel bénéficie généralement des suggestions sémantiques ou du choix multiple. Sur la fiche, j'ai mis en évidence ces épreuves et vous trouverez au bas de la diapositive les liens pour télécharger le test en version française. Mais l'un des principaux problèmes de tests cognitifs, qu'il s'agisse d'outils de dépistage ou de tests de second niveau, est la nécessité d'être flexible et de prendre en compte les différences culturelles, linguistiques et éducatives. En Afrique, cette question est particulièrement importante et difficile à résoudre. J'ai donc cité ici quelques tentatives menées par des chercheurs pour adapter et standardiser certains tests au contexte africain. En particulier, le premier est un test destiné au contexte à faible niveau de scolarisation, déjà utilisé en Afrique subsaharienne, et le troisième est un outil de dépistage pour la démence validé en Nigeria et en Tanzanie. Passons maintenant aux critères radiologiques. Ici, j'ai choisi de vous montrer uniquement des exemples d'images au scanner cérébral avec l'aide d'un article intéressant sur l'utilisation du scanner dans le tableau démentiel. Là encore, un seul critère neuroradiologique suffit et le premier correspond à la présence de plusieurs infarctus cérébraux, comme vous pouvez le voir sur l'image, ou d'un infarctus unique situé dans une zone stratégique. Le deuxième critère correspond à la présence de deux ou plusieurs infarctus lacunaires dans des zones stratégiques comme le thalamus antérieur ou associés à une atteinte
de la substance blanche. Le troisième critère neuroradiologique correspond à l'évidence d'une pathologie ischémique étendue et confluente de la substance blanche. Ces lésions sont généralement bien visibles à l'IRM, qui permet également d'attribuer un score de Fazekas, utilisé pour quantifier la souffrance ischémique de la substance blanche. Toutefois, je vous présente ici une étude qui décrit la possibilité de détecter cette atteinte de la substance blanche de manière relativement sensible, également avec des images de scanner cérébral. Cela dit, cette approche nécessite une expertise spécifique. Enfin, le dernier critère radiologique inclut les lésions hémorragiques, qui peuvent être très attendues ou situées dans des zones stratégiques ou présentes sous forme multiple. Nous avons commencé à mieux connaître cette pathologie, mais concrètement, que pouvons-nous faire? Un aspect essentiel est sans aucun doute la prévention primaire, qui vise à l'élimination des facteurs de risque vasculaire communs par ailleurs à l'ensemble des maladies chroniques les plus fréquentes avec une forte morbidité et mortalité. En particulier, il faut maintenir la pression artérielle dans les valeurs indiquées ainsi que la glycémie et le cholestérol. Éviter le tabac et le surpoids et adopter une activité physique régulière ainsi qu'un régime alimentaire riche en légumes, en fruits, mais pauvre en sel, graisse et sucre simple. En ce qui concerne la prévention secondaire, c'est-à-dire après qu'un diagnostic de démence vasculaire et d'éventuellement d'AVC a été posé, comment traiter ces facteurs de risque, y compris d'un point de vue pharmacologique. Pour ce qui concerne l'hypertension artérielle, aucun médicament particulier n'a démontré de manière claire une efficacité supérieure pour ralentir les déclins cognitifs, à l'exception des inhibiteurs de l'ECA dans certaines études. Dans les formes hémorragiques, il est recommandé de maintenir des cibles tensionnelles plus basses. En revanche, il ne faut pas abaisser excessivement la tension chez les sujets très âgés ou ceux présentant une atteinte vasculaire étendue. Au cours des années, les données sur l'effet des statines dans les tableaux de démence vasculaire ont montré des résultats parfois très contrastés. Je vous cite une méta-analyse qui en décrit l'efficacité en termes de prévention de la démence. La crainte qui existait auparavant quant à leur utilisation dans les formes hémorragiques a aussi été revitalisée. En phase aiguë, on peut les éviter, mais ensuite, dès que les critères sont réunis, il est important d'introduire les traitements. Enfin, pour ce qui concerne le diabète, il est important d'éviter aussi bien des valeurs élevées d'hyperglycémie prolongée que des épisodes répétés d'hypoglycémie. En effet, l'étude ADVANCE a montré qu'un traitement trop agressif visant des taux plus bas d'hémoglobine glyquée n'améliorait pas la performance cognitive et était même associé à
un risque accru de démence. Quant à l'alcool, il constitue en lui-même une cause primaire de certaines démences spécifiques, comme les syndromes de Korsakoff, mais il agit aussi comme un facteur de risque vasculaire supplémentaire. L'obésité augmente le risque d'Alzheimer et des démences vasculaires, à la fois comme cofacteur vasculaire et comme cause indépendante, par des mécanismes d'inflammation et de résistance à l'insuline, encore partiellement connus. Le tabagisme provoque des lésions endothéliales chroniques, altère la barrière hémato-encéphalique et a un effet direct sur le parenchyme cérébral. Pour terminer, il est important de fixer quelques points essentiels. La démence vasculaire est et sera de plus en plus un problème de santé publique majeur, fortement associé aux facteurs de risque vasculaire. La prévention, qu'elle soit primaire ou secondaire, reste la meilleure stratégie pour réduire son impact, non seulement sur le patient, mais aussi sur les familles et sur la société dans son ensemble. C'est donc en agissant tôt sur les facteurs de risque que nous connaissons bien que nous pouvons limiter le poids de cette maladie dans les années à venir. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que c'était clair pour vous. Je suis disponible pour répondre à vos questions.